On va voir un peu on va voir un peu l'équation. Parce que pas s'en passer, on peut s'en passer, on peut pas s'en passer parce qu'après, que vous soyez à Marrakech ou que vous soyez à Lisbonne, c'est des cours de base. Hein. Même si vous êtes de l'Égypte ou bien vous venez de Sénégal, il y a des cours de base là, c'est les deux. Hein, des cours de base, donc je ne peux pas sauter, sauter sur ça. Alors, on va essayer de comprendre. C'est pas les équations elles-mêmes, c'est la compréhension des équations. Souvent, on a mal enseigné la physique parce qu'on met des formules seulement. Et c'est ça qui fait que on n'a plus d'étudiants en physique. On en a plus. Dans le master, on a trois. En mathématiques, là, il y en a plus. À l'université de San Pedro, lorsque on a demandé à ce que les gens postulent pour le recrutement, aucun candidat à l'université de San Pedro. On a dû prendre un physicien qui fait un peu de modélisation pour faire les mathématiques. Les gens, ils peuvent aller dans le tertiaire. Oui, on gagne le fric. Parce que c'est pas en physique ou en mathématiques que vous allez gagner le fric. Hein. Ça, c'est clair. La dernière fois, j'étais en état de le labo sur le résultat de l'interaction aussi intransfert. Et elle a dit, mais comment on fait pour que on ne soit plus dans une situation où on ne peut plus avoir des candidats pour recruter le recrutement. Mais les masters, parce qu'il faut que les enseignants, ils encadrent les masters. Il n'y en a plus. Ah oui, donc je lui ai dit, mais c'est aussi, c'est la licence. C'est-à-dire, il faut montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire avec les mathématiques et la physique. Et quand on n'a pas compris cela, on pense que c'est pour aller enseigner juste les mathématiques, la physique, ou c'est rébarbatif. Peut-être que c'est mal enseigné. Oui. Comment? Oui. C'est partout, c'est pareil. Même en France, c'est les Marocains seulement qui sont dans les labos ou fait des mathématiques. Hein, c'est comme ça. Moi, quand je partais faire les stages en France, là, je partais en février. Quand ils ont fait les premières compositions, là, tout le monde se bat. Et il y a des chambres en cité. Parce que, bon, je sais pas, les gens ne veulent pas affronter les difficultés. Hein. Quand ils ont deux ou trois, ils changent. Ils se quittent tous. Ici encore, les gens, ils sont résilients, hein, ils restent. Mais en Europe, ils sont partis. Hein. Alors, alors, je vous avais montré cette image-là. Ça, c'est l'image de Séville. C'est une image forte. Alors, vous avez plusieurs couleurs là-dedans. Plusieurs couleurs. Parce qu'en fait, dans les images, sur les images fortes, ils ont sur les images fortes, il y a trois canaux. Bon, ça devrait être la même dimension, hein, mais voilà. Donc, sur une image spot, la même scène est vue dans trois bandes centrales. Quand je dis trois bandes centrales, la dernière fois, je vous ai dit que quand
regardé la décomposition de la lumière en différentes couleurs, vous avez vu que en mettant des filtres correctement, c'est-à-dire ici, voilà. Ici, par exemple, on a filtré pour ne laisser passer que le violet. Donc, la même scène est vue, par exemple, dans le violet, dans la bande spectrale, parce que le violet, on a vu la bande spectrale du violet. Voilà le violet, c'est entre 0,400 et 0,446 micromètres. D'accord? Et puis, si je décide, par exemple ici, le bleu, le vert et le rouge. Voilà. Donc, on suppose que c'est une zone, la vie de ces lignes, qui est vue dans 3 canaux. C'est-à-dire ici, on met un filtre pour ne laisser passer que la bande spectrale du bleu. C'est-à-dire, ici, le bleu, c'est entre 0,446 et 0,500 microns. Le vert, c'est entre 0,500 et 0,578 microns. Et le rouge, c'est entre 0,620 et 0,700 microns. C'est-à-dire que la même scène est vue dans 3 bandes spectrales. Ça, ce sont des bandes spectrales. Il y a une bande spectrale pour le violet et pour le bleu. Il y a une bande spectrale pour le vert et il y a une bande spectrale pour le rouge. D'accord? Et l'image elle-même, c'est une image numérique. C'est-à-dire que les petits pixels que vous avez là ne contiennent que des valeurs comprises entre 0 et 255. D'accord? Les images sont numériques, codées sur 8 bits. C'est-à-dire un pixel prend la valeur allant de 0 à 255. Si c'est 0, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est 0, par exemple, dans le vert, dans le bleu ici, si j'ai 0 ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ce pixel-là, le rayonnement bleu est absorbé totalement par la cible. Il est complètement absorbé. Si par contre, bon, on ne peut pas être zéro, ici par exemple, j'ai 255. Qu'est-ce que ça veut dire? Totalement réfléchi dans le canal vert. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que un même objet peut avoir une valeur dans une bande spectrale et avoir une autre valeur dans une autre bande spectrale. C'est-à-dire le comportement du rayonnement, le rayonnement qui interagit avec la matière, selon la longueur d'onde, la réflexion va être modifiée. Il y a des matières qui absorbent le bleu et qui réfléchissent le vert. Et puis, supposons, dans le rouge, j'ai aussi 255. Alors, maintenant, je fais la synthèse de cette image-là. D'après vous, quelle sera la couleur du pixel qui est ici? D'après vous, ici, quelle sera la couleur du pixel? Je fais la synthèse des 3 canaux. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez répondre aussi. Hein? Oui, moi je pense que ça peut être le bleu, puisqu'il est réfléchi, on va dire, totalement. Non, dans le bleu, on a dit que la valeur est 0. Ça veut dire que le rayonnement est totalement absorbé. Absorbé, ok. Voilà. C'est plutôt la couleur où le rayonnement est totalement réfléchi. En fait.
Mais il réfléchit dans le vert et dans le rouge avec les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il se comporte de la même manière dans la bande spectrale entre 0,500 et 0,578 et entre 0,620 et 0,700, c'est le même comportement. Donc, si je fais la synthèse des trois couleurs, c'est-à-dire je fais une composition, on appelle composition colorée. Quelle est la couleur que j'ai? D'abord, je rappelle que ici, quand je prends un canal bleu, les valeurs sont codées entre 0 et 255 dans le bleu. C'est codé entre 0 et 255 dans le vert et codé entre 0 et 255 dans le rouge. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir comme couleur qui va apparaître? Donc, On va voir le bleu. 0, c'est noir. 0, c'est noir dans le bleu ici. Et puis 255, c'est un bleu foncé. Bleu foncé. Ici, 0, c'est noir. 255, c'est un vert foncé. C'est-à-dire, c'est la dernière valeur du vert. Le rouge ici, pareil. Donc ici, quelle couleur je vais avoir? Oui. Ah oui, quelque chose. Quand on fait la synthèse des couleurs, c'est pour cela que je vais repartir sur mon image de Séville, là. Est-ce que j'ai avant? Voilà. Vous voyez l'image de Séville? J'ai coloré un canal en bleu, un canal en vert et un canal en rouge. Alors, les valeurs rouges là qui apparaissent, qu'est-ce que ça veut dire? Les valeurs rouges qui apparaissent. Je peux intervenir, professeur. Oui. Les valeurs rouges représentent la végétation. Comment tu sais ça? Voilà, parce que la végétation ici va refléter, plutôt, va absorber les ondes vertes Oui. et il va refléter les ondes rouges. Oui. Donc, c'est pourquoi nous verrons la végétation en rouge. Oui, c'est-à-dire que... Vous pouvez expliquer un peu le canal composite qu'on a spécifié. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse dans le canal rouge prime sur la réponse dans les canaux bleus et verts. Donc, on va avoir du rouge qui va apparaître. C'est ça là qu'il faut bien comprendre pour interpréter la composition, une composition colorée. C'est-à-dire, quand vous allez avoir une image, le premier canal est en bleu, le second en vert et puis le troisième en rouge. S'il apparaît bleu, il y a des zones qui sont en bleu, ça veut dire que la réponse dans le canal bleu c'est la plus forte. C'est-à-dire que la cible réfléchit beaucoup plus dans le canal bleu que dans les autres canaux. Si c'est blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Si un pixel apparaît blanc, oui? Je peux intervenir? Bon, on va donner la chance à ceux qui sont ici aussi. D'accord. Oui, si un pixel apparaît blanc, oui? Voilà, c'est-à-dire qu'il est réfléchi de la même proportion. Parce qu'on a vu que, on a vu ici, là, c'est pour cela que c'est intéressant de bien savoir, où est-ce que c'est d'ailleurs? Voilà. Ceci là, vous voyez ceci là, il faut l'avoir en tête. Il faut avoir ceci là en tête. Quand c'est blanc, ça veut dire que il y a une réponse qui est quasi identique dans le bleu, dans le vert et dans le rouge. Si ça apparaît en cyan là, c'est-à-dire le cyan, c'est celui-là, c'est celui-là, alors la réponse dans le bleu et dans le vert est identique. Il n'y a pas de réponse dans le rouge. Aussi l'autre dans le magenta aussi. Mais vous allez avoir plusieurs nuances de couleurs. Vous allez avoir plusieurs nuances de couleurs. Parce que si
ceci-là est codé sur 8 bits. Celui-là, et quand on va de 0 à 255, ça veut dire qu'on est codé sur 8 bits. Ici aussi, on va de 0 à 255, on est codé sur 8 bits. Celui-là, allant de 0 à 255, est codé sur 8 bits. Donc, ici, quelles sont les différentes... ici, combien de couleurs je vais avoir? Un pixel ici. Il y a combien de couleurs que je vais pouvoir avoir? Combien de couleurs sont capables, susceptibles d'avoir sur l'image de synthèse? Combien de couleurs? Ici, c'est 256 couleurs. Ici, c'est 256 couleurs. Là, c'est 256 couleurs. Imaginez-vous toutes les combinaisons qu'on va pouvoir faire. Il y a combien de combinaisons on va pouvoir faire? Hein? C'est vrai? Ça fait 256. Donc, ça fait combien de couleurs? 2 puissance 24 couleurs. Ça fait 16 millions de couleurs. 16 millions de couleurs. Donc, l'image de synthèse de choses là, de ces billes-là, pour avoir 16 millions de couleurs possibles. Vous voyez? Parce qu'avec l'ordinateur, on peut fabriquer toutes les couleurs qu'on veut. Et il est difficile de donner des noms à ces couleurs. Dans nos langues-là, on a comme des couleurs. Une petite couleur, je vais vous donner. On a combien de couleurs qu'on connaît? Vous voyez, pour faire la science, il faut inventer d'autres noms. Tout ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup, dans nos langues, on n'a pas beaucoup de couleurs. Hein? Quelque chose qui est vert, même, on se demande bien le vert, là. Comment on désigne ça? Imaginez-vous le bleu, là. Il y a 256 couleurs de bleu différentes. Comment vous allez appeler ça? Le rouge aussi, 256 rouges différents. Il y a le rouge vif, ça qui a la valeur 255. Et puis en partant du noir jusqu'au... C'est l'ordinateur seul qui peut faire la différence. L'œil humain ne peut pas faire la différence. Si vous passez d'un rouge à 100 et un rouge à 120, l'œil humain ne peut pas faire la différence. L'œil humain ne peut pas faire la différence. Donc, c'est pour cela que c'est bien de faire ce calcul-là avec une machine. Bon, je pense qu'on a bien compris ces notions de couleur-là qui vont vous servir énormément dans l'interprétation des images. Maintenant, on va voir autre chose, même si ça va vous déranger un peu, mais bon, il faut le voir quand même. On va voir les quantités mesurables en télédétection. Quantités mesurables en télédétection. Je vous ai dit que les capteurs mesurent les quantités d'énergie. C'est-à-dire que tous les capteurs qui sont embarqués sur les satellites vont mesurer de l'énergie. Dans le rayonnement électromagnétique, on va écrire beaucoup plus. J'espère que ceux qui sont en ligne là vont pouvoir suivre. C'est un peu rébarbatif, mais je ne peux pas faire de cours de base sans en parler. Même si après vous utilisez ça, pas grave. Donc, je vous ai dit que
l'énergie de l'onde électromagnétique, hein, c'est E est égal à H nu. Donc, H, c'est une constante et nu, c'est la fréquence. Mais on a dit aussi que E, cette énergie-là, qui est égale à H nu, nu c'est la fréquence, donc c'est H C sur lambda. D'accord? Lambda, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde. Donc, vous voyez que à chaque longueur d'onde correspond une énergie. Et donc, les longueurs d'onde qui sont les plus énergétiques, ce sont les petites longueurs d'onde. D'accord? H, c'est une constante. C, c'est une constante. Donc, c'est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Alors, on va voir une notion qui s'appelle, oui, comment? Et vous ne voyez pas? Oui. Bon, je vais jouer entre deux angles, c'est-à-dire ceux qui sont en ligne et puis ceux qui sont, bon, eux, ils ne voient pas bien, c'est pas bien grave. On va définir ce que c'est qu'un angle solide. Un angle solide. Alors, l'angle solide, angle solide. En alors, je prends l'amphithéâtre, hein, je ne vais pas tout dessiner, c'est la ligne, c'est ici. Je regarde une sphère de rayon R, sphère de rayon grand R, c'est-à-dire, ici, là, c'est grand R. Alors, ici, ce que je vois ici, c'est-à-dire, si je prends ma feuille de papier, là, hein, je fais un cône comme ça, que je regarde à travers, ce que je vois une surface. Je vois une surface. Alors, quand vous avez de droite, l'angle que vous avez défini, ce n'est pas le même angle. Ici, si je regarde comme ça, là, je vois une surface. D'accord? Donc, cette surface-là, c'est celle-là. La surface là, la R. Vous voyez une surface que je vais appeler DS. Surface. Surface. Alors, ici, je dis que le rayon est R, donc c'est ici. Grand R. L'angle, ce qu'on appelle angle solide, c'est l'ouverture ici. Là. Ça. Et je vais appeler, comment je vais appeler là-bas? D oméga. D oméga. Ça qui est l'angle solide. Donc, l'angle solide, D oméga, c'est égal à ds sur 1 au carré. Hein? C'est la surface sur 1 au carré. Et l'unité, c'est du stéradien. Stéradien. Alors ici, vous voyez ce qui est intercepté. DS, c'est cette surface-là. C'est cette surface qui est ici.
Si je représente ça, je vais représenter ça maintenant autrement. Donc, ça, c'est la notion d'angle solide. Donc, sachez que l'angle solide pi oméga, c'est-à-dire c'est l'ouverture du cône là, c'est l'ouverture du cône, d oméga, et l'unité c'est stéradian. Stéradian. Donc, ici, c'est le rayon R, ça c'est la surface C. Je vais maintenant définir, bon, on va passer sur ça, ce que c'est que une luminance. Une luminance. C'est-à-dire, ce sera la puissance émise dans l'angle solide, la puissance émise par unité d'angle solide et par unité de surface. C'est-à-dire ici, je vais prendre une surface ici, une surface que j'appelle DS. C'est-à-dire, par exemple, je prends un carreau. Hein? Je prends un carreau. Vous voyez, non? Représenté bien ici. Que j'appelle DS, de la surface DS. Je vais savoir un peu cette surface-là, est-ce que le rayon électromagnétique va interagir sur cette surface-là? Je vais être réfléchi. Donc, je veux connaître la luminance des lignes. Il est clair que si je l'observe verticalement et si je l'observe à un certain angle oblique, je ne vais pas recevoir la même quantité d'énergie. Si ce n'est pas toute la surface là qui sera interceptée. Donc maintenant, je vais faire ici, je vais regarder cette surface DS là d'un angle solide que j'appelle d oméga. D'accord? Alors, ce que ce cône-là va voir, ici, il faut que je redessine une surface qui est perpendiculaire à ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle une surface apparente. C'est-à-dire que, comme c'est incliné, parce que si je regardais par rapport à ça, je ne verrais pas, je verrais toute la surface. Mais je regarde à un certain angle, ici, que j'appelle θ. C'est un angle d'observation. C'est-à-dire, vous avez par exemple votre satellite qui est placé à une certaine hauteur H, il va viser un point, par exemple, du carreau là. Donc, ce qu'il va voir, selon que θ est égal à 0 degré, c'est-à-dire vise verticalement, ou ici vise avec un angle qui est différent, vous n'aurez pas la même, ce n'est pas la même quantité d'énergie qui sera émise, qui sera captée ici. Parce que c'est pas, ouais, il émet de l'énergie dans tous les sens. Donc, pour mieux l'intégrer, on prend cette surface-là qu'on appelle une surface apparente. Donc, cette surface-là, si ceci, c'est un angle θ, alors cette surface-là, si ça c'est ds, ça c'est ds cosinus de θ. D'accord? Quand θ égale à 0, cosinus de θ, ça fait combien? Ça fait 1. Donc, on se ramène à ça. C'est-à-dire, si l'angle est égal à 0, c'est comme si on fait une visée verticale. Donc, on voit la surface ds. Par contre, si on l'observe à un angle θ, alors, celle qui va être considérée, c'est ds cosinus θ. Imaginez-vous que θ soit égal à 90 degrés. Qu'est-ce que je vais recevoir?
Rien du tout. Parce que c'est rasant, c'est-à-dire si je me mets ici, pour observer, ici, là, je ne reçois aucune énergie. Donc si θ égale à pi sur 2, évidemment ça c'est égal à 0. La surface apparente est égale à 0. Mais si θ égale à 0, je vois toute la surface ds. Donc, ce que je vais pouvoir capter là-bas provient de la surface ds. Par contre, si j'observe avec un angle θ, l'énergie que je vais recevoir, je vais pouvoir, qui va être émise dans l'angle solide d oméga, ça va dépendre de cet angle-là. OK? Ça va être important quand on va calculer les luminances selon les angles d'observation. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que, pourquoi est-ce que les satellites, si cet objet-là, DS, il est observé dans un angle 0 degré et il a un angle 45 degrés, on ne va pas voir la même chose. On ne verra pas la même chose. C'est pour cela que les satellites d'observation sont héliosynchrones, c'est-à-dire qu'il va passer à la même heure solaire, c'est-à-dire qu'il va viser avec le même angle d'observation. S'il vise avec le même angle d'observation, on va pouvoir comparer les données. Parce que à 9h30, en fonction de la position du soleil, vous voyez que tous les jours, qui passe à 9h30, ce qui va importer, ce qui va être important, c'est l'heure solaire. C'est-à-dire que vous avez, comment on appelle ça, vous allez regarder l'objet dans les mêmes conditions. Pas le nuage, hein, mais vous allez regarder l'objet là dans les mêmes conditions. Parce que si vous faites une observation aujourd'hui à 9h30, et puis demain vous faites ça à midi, vous n'allez pas mesurer la même chose. Parce que la position du soleil est là différente. Vous voyez, si vous faites une prise de vue à midi, où le soleil est au zénith, et puis vous faites une prise de vue le matin à 9h, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions d'observation pour ne pas comparer les images. Donc, pour pouvoir comparer les images, il faut que ça soit fait à la même heure solaire. C'est pour cela qu'un satellite, il va passer sur les mêmes cibles, la même trace, après il va passer sur la même trace, à la même heure solaire. On dit qu'il va passer tous les 26 jours sur la même trace. C'est-à-dire que tous les 26 jours, il repasse exactement à la même heure sur 6. Ce qui fait que si vous avez des images de tous les 26 jours, vous pouvez les comparer. Vous voyez? Donc, ceci-là, c'est ça en observation. Donc, la luminance, c'est alors l'angle d'observation, ici c'est cette étape, et ici, on va définir cet angle-là. Quand je vais bien le dessiner, je vais refaire le dessin, je vais vous le placer correctement l'angle phi. Alors, il va être égal à l'énergie qui est rayonnée par la surface en fonction de la surface apparente et dans l'angle solide d de oméga. Parce que là aussi, ça va dépendre de l'angle dans lequel on observe, l'angle d'observation. Et l'angle solide dans lequel, si vous avez un angle solide qui est faible ou un angle solide qui est grand, vous n'allez pas avoir la même chose. Donc, il va dépendre de θ. Ici, c'est ça que j'appelle la surface apparente. Et puis ici, c'est l'angle solide. OK. Donc, la luminance, c'est cette énergie qui provient du sol, là, qui rayonne dans l'espace. Voilà. OK. Ne soyez pas effrayés par parce qu'il faut comprendre que ça, c'est la surface apparente, ça, c'est l'angle solide, ça, c'est la puissance qui est.
Donc, la définition de la luminance, c'est la puissance émise par unité d'angle solide, c'est-à-dire par ça, et par unité de surface apparente. OK? Oui. Oui, c'est parce qu'on a deux unités, deux unités. Il y a il y a DS, il y a une surface élémentaire, et puis il y a D de oméga, qui est un angle solide élémentaire. Donc, c'est ça, c'est là qu'on a mis le D2. Les W. OK. Pour question de proportion. OK, on va avancer. Je pense qu'on va avancer. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est que le satellite, ça c'est la luminosité qui est émise vers l'espace. Maintenant, on va voir comment le satellite étant ici, qu'est-ce qu'il voit. C'est-à-dire, je vais refaire ce schéma-là. Tu peux passer. Hein? Voilà. Bon, on peut laisser. Merci. Non, on va laisser ça. Oh, tu passes tout. Bon, ne vous inquiétez pas trop. Hein. C'est de comprendre un petit peu. Mais il ne faut pas y faire tout à l'heure. Parce qu'après, on va avoir des données privées. On va plus. Mais il faut comprendre. Dépendamment. Donc, on parle de une source est dite lambertienne. Une source est dite lambertienne quand la luminance elle dépend de la direction d'émission. C'est-à-dire, quelle que soit la direction dans laquelle on l'observe, on va mesurer la même luminance. Si vous observez à 10 degrés, à 45 degrés, à 0 degré, on a la même lumière que la source est lambertienne. D'accord? Dit que la source est lambertienne. Alors, maintenant, je viens de passer avec un champ de voilà. Alors, je pense qu'en fait, les gens le pouvaient faire avec lui. Après, il est venu. Bon, je vois, il y a des jours, je ne pas avec lui. Il ne veut pas avec lui. Il ne veut pas aussi, je ne pas avec lui. Voilà. Alors, voici ma surface apparente. Je vais dessiner comme ça. C'est DS au-dessus de état. Donc, ce que le satellite, là, lui, voit, c'est cette surface apparente. Ah oui. Hein? Le satellite, il est ici. Il est positionné ici. Et il voit la surface apparente DS au-dessus de état. Il est placé à une altitude H. Et il a
une ouverture ici, un angle solide de d oméga, qui va me donner l'expression de l'angle solide. Qui va me donner l'expression de l'angle solide, d de oméga. Ici, ça c'est R. Mais le satellite il est placé à une altitude H. Ici, Terre, et là, l'angle d'observation, c'est θ. Et par rapport à la verticale du lieu. J'observe dans un angle θ. Quel est, d'après ce que je vous ai dit, que l'angle sur P d'oméga, P d'oméga, c'est égal à quoi? L'angle solide, c'est la surface et par hein, et la surface c'est quoi? Ouais, ds de θ et par r carré. C'est bien ça, hein, par définition. Alors, maintenant, H. Alors, cosinus θ. Ce qu'on sait, c'est H. On sait que le satellite est placé à une altitude H. Donc, on ne connaît pas R. Donc, cosinus θ est égal à quoi, d'après vous? Essayez de vous souvenir un peu. C'est quoi? Oui. Bien ça. C'est bien ça, non? Je suis du coquillus. Hein, on va repartir en troisième. Donc, ce que je vais pouvoir avoir, R, je ne connais pas, je connais l'altitude du satellite, donc ça me fait H sur cosinus de θ. D'accord? Donc, dans cette expression-là, je peux remplacer R carré par ça. Je connais H, c'est comme il dit que le satellite il est placé à une certaine altitude et il fait une observation d'un angle θ. Et à partir de là, je peux calculer ici, là, plus facilement. Donc, mon D égale l'angle solide, ce sera ds cosinus de θ. Voilà. C'est bon? Alors,